Depuis des millénaires, les civilisations humaines se penchent sur la question de l'immortalité. Chacune à sa façon. C'est une des plus anciennes qui a laissé les traces les plus spectaculaires, celle de l'Égypte antique. Voici 5000 ans, le peuple égyptien a entrepris de consacrer sa remarquable ingéniosité à la poursuite de la vie éternelle, laissant derrière lui un mystérieux héritage encore inexpliqué. Mais dans le désert, des découvertes surprenantes nous confrontent pour la première fois aux mystérieux bâtisseurs de pyramides. Plus loin, dans les laboratoires, les scientifiques réalisent des prouesses pour comprendre comment les Égyptiens percevaient la mort. Comme jamais auparavant, la science moderne insuffle une nouvelle vie aux secrets des pharaons. Il y a 4500 ans, l'une des plus extraordinaires réussites dans l'histoire de l'humanité émergea du désert égyptien. Les 3 mausolées pharaoniques, constitués de plus de 6 millions de blocs de calcaire empilés, furent construits en 70 ans seulement. Sans la moindre technologie moderne, les ouvriers soulevaient des blocs pesant en moyenne 2,5 tonnes et en posaient un toutes les 2 minutes environ. Devant cette tâche apparemment irréalisable, certains ont cru que les Égyptiens détenaient une sorte de savoir mystique perdu depuis lors, ou même qu'ils avaient reçu l'aide d'extraterrestres. Mais aujourd'hui, les sables du plateau de Gizeh apportent d'étonnants éléments nouveaux aux anciennes questions sur la construction des pyramides. 2 siècles de fouilles ont permis de découvrir des pyramides, des tombes, des temples, des statues, des inscriptions intéressantes et des reliefs. Mais où étaient passés les bâtisseurs? Mark Lehner est professeur d'archéologie égyptienne à l'Institut du monde oriental de l'Université de Chicago. Grâce à son travail, les études menées ici se concentrent sur les hommes et non plus seulement sur les monuments. C'est la première fois que nous faisons des fouilles dans le but d'éclaircir le mode de vie des hommes, plutôt qu'uniquement la façon dont était enterré le roi et l'élite qui était à son service. Les récentes découvertes de Lehner et de ses collègues ont bouleversé les connaissances communément admises sur la construction des pyramides. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons, et dont l'intérieur recelait un aperçu d'éternité. La voûte était enduite de plâtre aux couleurs chatoyantes, qui commença à se désagréger dès qu'il fut exposé à l'air du désert. Mais pendant un court instant, son éclat fut aussi flamboyant que celui d'une tombe royale.
Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. La taille de cette tombe, la forme unique de la voûte et aussi l'intérieur recouvert de plâtre me font penser qu'il s'agissait de l'homme chargé de toute l'administration des ouvriers. Cet homme s'assurait que tout le monde vivait bien. Ils allaient travailler tôt le matin et revenaient au coucher du soleil. Ils vivaient dans un village et lorsqu'ils mouraient, il y avait une tombe pour chacun. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. La tombe voûtée du contremaître est entourée de tombes des membres les plus méritants de son équipe. À l'instar des tombes des pharaons et de la noblesse, les tombes des ouvriers étaient probablement disposées en fonction de leur statut. Le docteur Hawass découvrit que sur certaines tombes, il y avait des titres de métier en hiéroglyphes, une preuve de plus que les anciens bâtisseurs de Gizeh étaient des artisans très estimés. Ici, nous avons trouvé 3 fausses portes et chacune était surmontée d'une fresque. Dans les titres de ces personnes, nous avons décelé des inscriptions hiéroglyphiques indiquant que Kherep Yeryes signifie directeur de la construction des tombes et que Sahatch Yeryes signifie inspecteur de la construction des tombes. Lors des excavations, les archéologues ont fait une autre découverte qui a contribué à définir le statut des ouvriers. Tout comme les rois, les bâtisseurs veillaient à ce que des œuvres d'art les accompagnent pour l'éternité. Des gravures détaillées, des hiéroglyphes et des statuettes permirent de découvrir l'apparence physique des anciens ouvriers. Hawass et son équipe commencèrent à se faire une idée de plus en plus précise de l'apparence des bâtisseurs, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient découvrir par la suite. À l'ombre des pyramides, les ouvriers modernes se retrouvent enfin face à leurs prédécesseurs antiques. L'analyse des vestiges révèle une histoire de souffrance et de sacrifice. Un travail si éreintant qu'il cassait littéralement les reins. En analysant les ossements, nous nous sommes aperçus que la plupart des corps que nous avons trouvés dans le cimetière avaient une tension dans les os du dos, ce qui signifie que ces personnes déplaçaient des pierres, travaillaient dans les pyramides ou dans les tombes quotidiennement. L'archéologie, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'or de Toutankhamon. Cela ne nous apprend rien sur les gens ni sur leur façon de vivre. Dans ce cimetière,
On travaille dans le sable et la poussière, et chaque grain de sable, chaque morceau de pierre ou de poterie reconstruit l'histoire ancienne et nous renseigne sur ces gens. Aujourd'hui, la vie du plateau de Gizeh suit encore les anciens rythmes du désert. Ce sont des Égyptiens modernes qui travaillent ici à présent, levant lentement un coin du voile sur la vie de leurs ancêtres. Mohamed Morsi. عندهم صباح الخير. Ali Camel. خليك راجل يعني رود. Aujourd'hui, une douzaine d'hommes répondent à l'appel pour travailler sur le site. Mais lors de la construction des pyramides, ils étaient des dizaines de milliers. Mark Lehner savait que s'il y avait une main-d'œuvre importante, il devait y avoir une ville pour l'abriter. Mais où étaient donc les preuves de cette métropole abandonnée depuis longtemps? Les premières traces apparurent lorsque les chercheurs commencèrent à dégager une boulangerie. On dirait qu'à chaque trou que nous creusons dans le désert, nous retrouvons de nombreuses traces de cuisson de pain. Et il s'agit de milliers de pains. Lorsqu'il y a tant de pain, la bière ne doit pas être bien loin. Et là où il y a du pain et de la bière, il doit y avoir des gens, il doit donc y avoir des tas de consommateurs là-dessous. Lehner et son équipe ont retrouvé de grandes cuves qui devaient servir à faire la pâte, ainsi que des centaines de moules à pain. C'est vraiment dommage pour cette poterie. Elle est restée intacte pendant 5000 ans et il n'y a pas moyen de la sortir en une seule pièce. Au fil de leurs trouvailles, les archéologues en apprenaient de plus en plus sur la cuisson du pain et n'en étaient pas à leur première découverte. Pendant des années, les égyptologues se sont fiés à la tombe de Thi, sur le site de Saqqara, situé à proximité, pour étudier les détails de la vie quotidienne à l'époque des pharaons. De magnifiques fresques décrivent les nombreuses activités de l'époque. Les illustrations dépeignent la manière dont les Égyptiens brassaient la bière et comment ils produisaient du pain en grande quantité, ce qui leur permettait de nourrir des milliers de personnes. C'était exactement la boulangerie retrouvée par Lehner. Ce qui est magnifique pour nos recherches ici, c'est que les murs nous décrivent ce que nous trouvons. C'est presque comme un catalogue. On regarde et hop, on voit ce que c'est. C'est un savant mélange de textes, d'images et de vestiges archéologiques. Fragment par fragment, les archéologues rassemblent les pièces de l'ancien site de construction. Le désert dissimule jalousement la plupart des indices. Certaines pièces sont cependant à l'air libre, attendant simplement d'être reconnues à leur juste valeur. Pendant des années, le docteur Lehner est passé sous cette porte sans vraiment lui prêter attention. Mais lorsque les fouilles ont révélé que la majeure partie de la structure était enfouie dans le sable, Lehner a réévalué son importance. Ce qui ressemblait à un mur de 3,5 mètres était en fait une muraille colossale qui s'élevait jadis à plus de 9 mètres au-dessus du désert. On ne construit pas un portail de 8 mètres de haut pour que les hommes aillent travailler tous les jours. C'est une frontière,
Et c'est le passage vers quelque chose de puissant. Cette puissance, ce sont les pyramides, les tombes et les temples qui étaient les tombeaux de l'élite. Nous pensons que le mur est la frontière d'accès à tous ces éléments, le sacré, la pierre. Tout ce qui se trouve au sud, la boue et les gravats, représente le soutien profane de tout ce qui se trouve au nord du mur. Et je suis de plus en plus convaincu que c'était en fait la ville à l'époque de la construction des pyramides. Lehner pense qu'il pourrait bientôt découvrir un grand palais ou même une résidence royale du côté sud du mur, dans la ville. De l'autre côté du portail, il y avait un port, le centre des activités de tout le plateau. Il devait certainement décharger les pierres dans ce port. Il déchargeait les gens qu'il ramenait des provinces comme main-d'œuvre. Mais il déchargeait aussi toutes les marchandises et les équipements qui provenaient des fermes et des villes qui s'étaient établies pour approvisionner le chantier. Pour la première fois, les gens étaient rassemblés non plus par centaines, mais par milliers et même par dizaines de milliers. Ces foules venaient aux abords du désert pour bâtir des tombeaux pour leur roi, des gratte-ciel qui rendraient dérisoire tout ce que l'homme avait construit auparavant. Les techniques de construction étaient ingénieuses, mais aujourd'hui, elles restent encore inexpliquées. Comment les ouvriers pouvaient-ils élever ces pierres sur 40 étages? Beaucoup de chercheurs pensent qu'ils utilisaient des rampes géantes en spirale qui s'élevaient des deux côtés des pyramides inachevées pour hisser les blocs jusqu'au sommet. Il y aurait eu des centaines, voire des milliers d'hommes, probablement organisés en équipes de 10 ou 20, tirant des blocs de 2,5 tonnes sur de longs rondins de bois. Ce devait être une vraie cacophonie. On devait entendre les coups des tailleurs de pierre, l'aiguisage des ciseaux en cuivre et probablement le chant de milliers d'hommes. Ils devaient travailler à un rythme très soutenu pour poser un bloc toutes les 2 minutes et demie. Alors même que l'image de l'ancien site de construction se précise, un grand mystère demeure. D'où provenait toute cette roche calcaire, plus de 15 millions de tonnes? Pendant des siècles, le mythe populaire a prétendu que la pierre provenait d'une carrière lointaine. Mais le docteur Lehner pensait qu'il devait exister une source beaucoup plus proche. Pour en savoir plus, il alla visiter une carrière moderne utilisant pratiquement les mêmes techniques de taille qu'en 2500 avant Jésus-Christ. Les tailleurs de pierre commencent par creuser de longues saignées dans la pierre avant de tailler les gigantesques blocs. Si on retrouvait des traces de tranchées comparables à proximité des pyramides, elles indiqueraient une source de pierre plus proche. De retour à Gizeh, à quelques 250 mètres de la base de la plus grande pyramide, Lehner trouva ce qu'il cherchait, la forme éloquente d'une tranchée. On peut encore voir la marque des stries verticales de la pioche du tailleur. Il était probablement seul dans la poussière, les éclats de pierre volant dans tous les sens, creusant son chemin avec une pioche dans cet immense bloc de calcaire. Le docteur Lehner avait enfin trouvé la preuve. La pierre venait d'ici même, une carrière à 2 pas des grandes pyramides. On peut voir un bord de la carrière là-bas, la partie rocheuse qui dépasse de cette masse de décombres. Et si on suit l'horizon du regard en traçant un cercle jusqu'à ce rocher, c'est tout le contour de la carrière de Khéops. La masse de roches manquantes correspond à celle qui constitue la pyramide de Khéops, et la taille de la carrière correspond également à celle de la pyramide. La carrière est passée inaperçue pendant des générations parce qu'elle était recouverte de débris de toutes sortes. Lehner pense que ces décombres sont tout ce qui reste des rampes de construction des pyramides. Une fois leur travail achevé, les bâtisseurs ont démoli les rampes et en ont déversé les restes ici, dans la carrière.
On cherchait les restes des rampes des pyramides. Ce sont des couches et des couches de cette poussière calcaire. Ensuite, ils ont construit un mur de boue et d'argile pour retenir tout ça. Et cette matière est très solide. Mais si on veut la désagréger, ces éléments s'effritent très facilement avec une pioche. Ça devait donc être le matériau principal des rampes des pyramides, parce qu'il y a ici des tonnes, des millions de tonnes de cette matière. Même après avoir résolu le mystère de la construction des mausolées des trois pharaons, tant les scientifiques que les novices restent impressionnés par l'envergure de cette entreprise antique. Les découvertes de Lehner sur ce site peuvent contribuer à écarter certaines des théories les plus farfelues. Il est pour moi beaucoup plus mystérieux et étrange de penser que ces constructions ont été bâties par les civilisations de Khéops, de Képhren ou de Mykerinus, plutôt que d'adopter la solution de facilité que représentent les extraterrestres. C'est une dérobade. Nous ne savons pas comment elles ont fait, elles ont été construites par quelqu'un d'autre. D'abord, c'est du colonialisme de penser que c'est l'œuvre d'une civilisation inconnue. Ensuite, je pense que cela ne résout en rien le mystère. Ces constructions ont demandé tant de souffrance, tant de dévouement de la part des gens qui, comme nous le savons, vivaient ici, sont enterrés ici et fabriquaient du pain dans la boulangerie. Alors que la grande pyramide de Khéops s'élevait dans le désert, presque terminée, une poignée des meilleurs artisans de l'ancienne Égypte commençait à travailler sur un autre présent pour le pharaon. Pendant des milliers d'années, des pèlerins sont venus ici pour contempler l'œuvre des bâtisseurs de pyramides, ignorant que sous leurs pieds se trouvaient des trésors enfouis. En 1954, un caveau voûté fut découvert sous ces blocs, à côté de la base sud de la pyramide. À l'intérieur, les chercheurs ont retrouvé les restes d'un bateau, un très grand bateau. Farouk El-Baz se souvient de l'émoi provoqué par la découverte. Ce jour-là, on a annoncé la découverte d'un bateau, une sorte de barque funéraire, celle qui avait transporté le pharaon vers l'ouest, en naviguant dans la direction du soleil, pour qu'il soit enterré ici même. Tout le monde s'attendait à ce qu'on retrouve sa momie, parce que la momie de Khéops n'avait pas encore été retrouvée. Touhami Mahmoud Ali dirigeait l'équipe des fouilles. J'étais content parce que nous avions découvert un bateau semblable à aucun autre dans le monde. Touhami fut un des premiers à pénétrer dans la voûte en près de 50 siècles. Mais au lieu de la momie du pharaon, c'est un bateau entièrement démonté qu'ils retrouvèrent. 1224 pièces de cèdre poli, disposées d'après un observateur comme les éléments d'une maquette. Il a fallu 13 années de travail soigné pour reconstituer le bateau. Les anciennes techniques de construction navale, comme le fait de fixer à la main les planches au bastingage, ont été scrupuleusement respectées. D'après les historiens spécialisés en construction navale, ce navire est un chef-d'œuvre de construction en bois, aussi impressionnant à sa façon que les pyramides de pierre. Mais même lorsque le vaisseau commença à prendre forme, les experts avaient des opinions divergentes sur sa destination originelle. Certains affirmaient qu'il ne s'agissait que d'une barque funéraire, d'autres pensaient que c'était un navire pour le pharaon dans l'au-delà. Les hiéroglyphes de la pyramide d'Ounas, non loin de là, suggèrent qu'un pharaon devait naviguer sur 2 bateaux différents dans sa poursuite du soleil éternel, un pour la journée et un autre pour la nuit. D'autres bas-reliefs, comme ceux retrouvés sur les murs de la tombe de Thi, constituent des documents attestant l'importance de la navigation sur le Nil. Ils n'apportent cependant aucun élément neuf au débat, sauf en ce qui concerne la manière dont étaient construits les bateaux à l'époque. Quelle qu'ait été son utilisation, ce navire de 47 mètres devait être aussi impressionnant à l'époque qu'il l'est aujourd'hui.
C'est un des plus vieux bateaux du monde. Hébergée dans son propre musée, la barque de Khéops attire quelques 200 000 visiteurs par an. Ces deux-là sont pour l'ancre. Et la grande, c'est pour le pousser loin de la berge. Ah oui, c'est la... Ouais. Comment on appelle ça? C'est la petite cabine pour le capitaine. Et la grande cabine, c'est pour la momie de Khéops. Tout est en bois de cèdre. 34 ans plus tard, les scientifiques se préparent à examiner le contenu d'une seconde chambre souterraine qui se trouvait à 2 pas de la première. Mais cette fois-ci, ils ne devront pas creuser. Le docteur Elbaz, directeur du centre de télédétection de l'Université de Boston, ainsi qu'une équipe de scientifiques parrainés par la National Geographic Society, ont commencé par utiliser un radar pour application géologique qui leur a permis d'obtenir une carte grossière des formes enfouies. Cette approche ultramoderne a contribué à résoudre un des problèmes les plus épineux de l'archéologie: comment explorer un site sans le détruire. On creuse seulement pour dégager les quelques centimètres de terre meuble se trouvant sur l'une des énormes pierres couvrant la cavité. L'archéologie n'implique plus le pillage ou la destruction pour découvrir des vestiges, parce que le site lui-même est peut-être déjà un vestige qu'il faut préserver, tel que nos ancêtres l'ont laissé à l'origine. C'est donc une nouvelle conception que nous avons de l'archéologie et qui peut s'appliquer à bien d'autres domaines. La clé du plan consiste à creuser un petit trou à travers le bloc de 2 mètres d'épaisseur jusque dans la voûte, tout en empêchant l'air d'y pénétrer. Lorsqu'on ouvrit la première chambre en 1954, l'air y était encore fortement imprégné d'une odeur de cèdre. Il y avait donc une possibilité pour que l'air de cette crypte soit encore le même qu'il y a 46 siècles, une découverte scientifique inestimable. Bob Moores, de Black & Decker, développa un sas perfectionné destiné à empêcher l'air de l'époque de se mélanger à l'air actuel. Un système d'anneaux et de joints de sécurité serait fixé à la pierre. La foreuse s'enfoncerait dans la pierre calcaire à une vitesse de 10 cm à l'heure, avec des interruptions fréquentes pour enlever la poussière et les débris. Le système unique de Moores rendrait alors l'orifice étanche à l'air, pendant qu'on y introduirait d'autres instruments. À l'intérieur de la crypte, on prélèverait des échantillons d'air et on les analyserait afin d'y déceler des traces de polluants modernes. Leur absence pourrait expliquer l'excellent état de conservation du premier bateau. Peter Towns, de la National Oceanic and Atmospheric Administration, superviserait les opérations d'échantillonnage. Le bateau qui se trouve dans la cavité adjacente à celle-ci a été extrêmement bien conservé pendant 4600 ans. D'après ce qu'on m'a dit, il a plus souffert ces 20 dernières années que les 4600 précédentes. Les Égyptiens hésitent donc à ouvrir cette cavité de peur que le bateau, si bateau il y a, s'abîme. Et ils préfèrent aller voir ce qui s'y trouve et refermer le tout ensuite. Les opérations de forage ont pris toute une journée. Et encore une autre. Puis, au milieu du 3e jour, la foreuse de Bob Moores a traversé les derniers millimètres de pierre. Pour le reste de l'équipe, il est temps de se mettre au travail. Peter Towns prélève quelques 70 litres d'air dans la crypte. Ce sont les échantillons ? Oui. Comme il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir les résultats de l'analyse, Peter Towns décide de procéder immédiatement à une analyse moins scientifique. Ça sent le renfermé. Ça sent le renfermé.
Ça ne sent vraiment pas le cèdre. Absolument pas. Il est presque minuit lorsque les photographes entrent en jeu. Ce long tube noir fait partie d'un système vidéo spécial conçu par Pete Petron du National Geographic. Afin de ne pas affecter la température à l'intérieur de la crypte, on utilise une lampe qui ne dégage pas de chaleur. Tu peux aller doucement sur la gauche. Alors que la caméra entame sa lente descente vers la voûte, tout le monde se rassemble autour d'un écran de télévision pour apercevoir les premières images de ce que personne n'a vu en près de 5000 ans. Une fantomatique pluie de poussière de forage signale que la caméra entre dans cet espace resté si longtemps dans l'obscurité. Ouh, c'est génial. T'as raison, c'est un bateau. C'est pas du linge sale. Regarde ce qu'il y a au-dessus. Ça vient du plafond. Des morceaux de calcaire, je suppose. Tu ne crois pas? Ça ressemble à du mortier. C'est peut-être du mortier égyptien. Oui, ça, c'est du mortier. C'est magnifique. C'est splendide, vraiment splendide. Pour Tuami, il ne fait aucun doute qu'ils sont en train de contempler les pièces du deuxième bateau. La caméra montre une poutre façonnée soutenant le toit d'un rouf, une indication précieuse sur la longueur du bateau. D'autres angles révèlent une ornementation en cuivre et les anciens calculs d'un tailleur de pierre. Les experts pensent maintenant que ce sont les pièces d'un bateau semblable au premier, mais peut-être un peu plus petit. Les dommages évidents subis dans le caveau sont probablement dus à l'utilisation d'une machine à faire des briques lors de la construction du musée pour le premier bateau. Elle vibrait et projetait de l'eau alors qu'elle se trouvait tout juste au-dessus de la seconde chambre. D'autres détails semblent venir confirmer cette hypothèse. Des taches d'humidité au plafond, là où le plâtre s'était effondré. Une paire de rames fantomatiques déformées par l'humidité. Et puis, quelque chose d'inattendu. Zoom, rapproche-toi. Il est là depuis 5000 ans. C'est impressionnant. Comment peut-il survivre? Il a besoin d'air. S'il y a un scarabée vivant, c'est que l'air ne date pas d'il y a 4000 ans. Quels que soient les résultats, bons ou mauvais, c'est ce que nous essayons de faire en tant que scientifiques. Nous essayons de savoir, et nous savons qu'il y a quelque chose de vivant là-dessous. Après avoir prélevé et analysé les échantillons d'air, nous savons que nous n'avons pas du tout endommagé le site. C'est donc une sorte de nouvelle voie qui s'ouvre à la technologie, et je suis personnellement convaincu que cela pourrait amener de nouvelles perspectives pour la recherche archéologique, de la même façon que la datation de l'âge a bouleversé l'archéologie au début du siècle. Autrefois passe-temps de collectionneurs, l'archéologie devint une science plus exacte avec la découverte de la datation de l'âge. L'exploration vidéo promet d'étendre ses possibilités à des sphères qui ont toujours semblé inaccessibles jusqu'à présent. Un bateau ayant été entièrement restauré, l'autre repose intact dans son tombeau, à présent refermé.
La fonction de ces deux bateaux semblables demeure un mystère. Était-il destiné à transporter le pharaon sur le Nil du temps de son vivant? Ou devait-il l'accompagner, corps et esprit réunis dans la vie après la mort, dans sa poursuite interminable du soleil? Ce voyage éternel exigeait d'avoir un corps bien conservé. Et les corps de certains pharaons sont encore parmi nous, témoins silencieux de l'art et du zèle des embaumeurs de l'époque. L'art de la momification, jadis curiosité de musée, est devenu une véritable obsession pour l'égyptologue Bob Brier. Je ne me considère pas comme obsédé par les momies, mais je sais que certains le pensent. Mais je m'intéresse à tous les aspects. J'étais vraiment... Je suppose que j'étais obsédé par les momies, je l'admets, je suis obsédé. L'obsession du docteur Brier l'amena à faire ce qu'aucun scientifique n'avait fait auparavant. Après avoir épuisé tous les textes traitant de la momification, il réalisa que jamais il ne comprendrait vraiment le processus, à moins de le pratiquer lui-même. Et c'est ainsi que le corps d'un donneur subit un traitement digne d'un ancien roi. Il va falloir enlever ce qui est sous l'estomac. Je ne suis pas croque-mort. Je suis professeur d'égyptologie depuis plus de 20 ans. Quand la faculté de médecine de l'université de Maryland m'a proposé de collaborer, ce fut pour moi l'occasion de faire la première momification égyptienne en 2000 ans. Mais ce ne sera pas facile. Nous ne sommes que des amateurs comparés aux anciens embaumeurs. Ils étaient si expérimentés qu'ils pouvaient sortir le cerveau par les narines sans abîmer le visage. Là, passe-moi le bloc, je vais l'enfoncer. Vas-y, tu es prêt ? J'ai commencé à m'intéresser à la momification en regardant un collègue pratiquer une dissection. Mais pendant que cet homme disséquait un corps, je me demandais comment les embaumeurs de l'époque faisaient. Mon collègue avait fait une large incision dans l'abdomen pour montrer les organes aux étudiants. Mais les anciens Égyptiens extrayaient les organes par une incision pas plus grande que ça. Et je me demandais, est-ce qu'ils pourraient y entrer la main et en sortir l'estomac, le foie, les intestins, les reins par une si petite incision ? Le docteur Ron Wade, professeur en anatomie à la faculté de médecine de l'université du Maryland, accepta de prêter son expérience à ces processus extraordinaires. C'est la seule façon de savoir. Pour se préparer à la momification, Brier passa plusieurs semaines en Égypte pour apprendre un maximum de choses sur les anciens rituels et pour sillonner les marchés traditionnels à la recherche des épices et des produits sacrés dont sa momie aurait besoin. Il y a un autre marché au fin fond du bazar de Khan el-Khalili au Caire, où les touristes ne vont jamais. C'est là qu'on trouve l'encens, la myrrhe et toutes les choses dont j'ai besoin pour mon projet. Pour l'encens, j'ai appris dans un texte ancien qu'il servait à enduire la tête de la momie. Tout ce que je sais à propos de la myrrhe, c'est qu'on l'utilisait, mais je ne sais pas encore exactement à quoi elle servait. Je vais essayer de le découvrir avant de procéder à la momification. C'est de l'encens ? Il vient d'où ? Du Soudan, c'est sûr. J'en voudrais 250 grammes. Ça fait 5 guinées. C'est le bon point ? Je suis honnête. D'accord, merci beaucoup. Cet encens et cette myrrhe proviennent probablement du même endroit que celui où se fournissaient les anciens Égyptiens. Ils viennent du Yémen et du Soudan. Ça devait être très cher à l'époque, et les embaumeurs étaient les seuls à pouvoir se le procurer pour les momies des riches. Personne ne sait combien de momies il y a en Égypte, mais comme les gens continuent à mourir, il doit y avoir des millions de corps enfouis sous le sable et la terre.
La momification a probablement trouvé ses origines lorsqu'on a découvert que les corps se conservaient naturellement dans le sable chaud d'Égypte. Ils sont naturellement déshydratés par le sol, alors lorsque la couche de sable finit par disparaître, on est face à un être humain reconnaissable qui se trouve là depuis peut-être un millier d'années. Alors ils ont compris que le corps pouvait se conserver et qu'il se conservait effectivement. Ces corps qu'on a retrouvés dans un cimetière de Fayoum sont de la classe moyenne, voire inférieure. On n'a évidemment pas terminé de fouiller toute la zone, mais si on continue, on trouvera probablement près de 200 000 corps. Dans l'Égypte ancienne, tout le monde, pauvre ou riche, voulait être immortel pour ressusciter à l'ouest, comme Osiris. Tout le monde aspirait à l'immortalité, et plus on était riche, plus on pouvait aspirer à l'immortalité, et mieux le corps était conservé. Parce que le corps allait s'élever et se relever dans l'autre monde. Il allait littéralement ressusciter, il fallait donc le préserver, et tout l'argent, tous les efforts étaient consacrés à la conservation du corps. L'homme pauvre n'avait pas beaucoup d'argent à y consacrer. Le corps était à peine emballé et probablement enterré dans une fosse commune. Il ne lui restait que l'espoir. Les recherches de Breyer l'amenèrent au musée du Caire, qui possède tant de momies que nul ne s'est jamais soucié de les dénombrer. Il regorge de ces objets que les pharaons emportaient avec eux dans la mort. Les Égyptiens ne se contentaient pas de conserver leur corps, ils voulaient disposer d'une sécurité supplémentaire. Ils voulaient plus d'une seule chance d'accéder à l'immortalité. Ils avaient donc des grandes statues qui étaient les gardiennes de leur cercueil, et des statues plus petites qui devaient s'éveiller à la vie et les servir dans l'autre monde. Pour se préparer au grand voyage, ils construisaient des cercueils élaborés sur lesquels ils peignaient des représentations idéalisées de la personne et les couvraient de formules magiques afin de protéger le corps du mal. Souvent, lorsque les gens regardent ces sarcophages et leurs ornementations, ils ne voient que les peintures, ils voient les dieux et les hiéroglyphes, mais ils ne réalisent pas qu'à l'intérieur, il y a un être humain dont l'apparence est pratiquement la même qu'il y a 3000 ans. Ce qui est fascinant chez les momies, et je pense que c'est aussi ce qui attire les gens, c'est qu'elles sont reconnaissables. On voit quelqu'un qui était autrefois pharaon, un roi égyptien mort il y a 3 ou 4 000 ans. Mais si on l'avait connu, on dirait « Tiens, voilà Séti, voilà Ramsès, on le reconnaît ». Il pèserait peut-être moins lourd. Une momie pèse en moyenne 15 kilos à cause de la déshydratation, mais on le reconnaîtrait non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'individu. La plupart des gens ne connaissent pas les pharaons, mais imaginez que vous vous retrouviez face à Jules César, à Alexandre le Grand ou à Hélène de Troie. Dans ce coffre repose l'un des plus grands rois que l'Égypte ait connu. Nasri Iskander est conservateur de momies du musée égyptien depuis 20 ans. C'est une autorité importante dans le domaine des momies, surtout pour la collection égyptienne. Il est magnifique. Le pharaon Ramsès le Grand régna pendant 67 ans. Il avait plus de 80 ans lorsqu'il mourut il y a plus de 3000 ans. Voilà le genre de momification que j'aimerais faire. La momie de Ramsès nous démontre le talent des embaumeurs égyptiens. Ses cheveux ont été teints au henné. Ses ongles ont été peints. Tout cela a été fait pour lui assurer une jeunesse éternelle. Quand je vois ça, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens et je pense que la plupart des gens ressentent ça. Ce n'est pas un corps ordinaire, non. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. Cet homme a construit l'Égypte.
Finalement, les recherches de Breyer l'amenèrent sur la rive ouest du Nil, sur la terre des morts, là où se trouvent encore les temples des pharaons. Ce qui est incroyable, c'est qu'après 3000 ans, il nous reste non seulement les temples de pierre, mais également la chair et les os des hommes qui les ont construits. Si le temps n'a que peu d'emprise sur les momies des pharaons, celles-ci craignaient tout de même encore une chose, les pillages. C'est un véritable miracle que nous en ayons retrouvé autant. La plupart des pharaons restés intacts ont été retrouvés dans une cachette secrète de Der el-Bahari. L'endroit est triste et isolé, comme il a toujours été, et c'est probablement la raison pour laquelle les momies royales n'y ont été retrouvées qu'il y a 100 ans. Mais c'est une bonne chose qu'elles aient été découvertes, car elles constituent certainement les plus beaux exemples de travail des maîtres embaumeurs, un bel exemple à suivre pour moi. Vers la fin des années 1870, les habitants du village ont découvert par hasard ce sanctuaire secret de momies royales. Le miracle, c'est qu'ils aient découvert cet endroit. Il est certain que le trou était bouché. Ils ont dû remarquer de l'eau qui coulait le long de la roche et qui disparaissait sous terre, et ils se sont probablement dit qu'il s'agissait d'une tombe. Le service des antiquités du Caire fut prévenu de la découverte d'une tombe contenant non pas 1 ou 2 momies, mais 40. Les inscriptions sur les cercueils et sur les bandelettes révélèrent qu'il s'agissait des pharaons d'Égypte. Ils surent qu'ils avaient découvert Ramsès le Grand, Séti Ier et le grand roi guerrier Thoutmès III. Ils étaient conscients d'avoir découvert certains des plus grands rois égyptiens. En 6 jours, ils ont sorti les cercueils de ce trou et les ont transportés sur la berge ouest du Nil, d'où ils furent embarqués sur le bateau à vapeur du service des antiquités et acheminés vers le Caire. Le long des berges du Nil, les villageoises se lamentaient, comme l'auraient fait les Égyptiennes d'autrefois. Elles pleuraient le départ de leurs anciens rois, mais aussi celui d'un héritage, car elles savaient qu'il resterait au Caire. Leurs anciens rois allaient cependant être vénérés d'une nouvelle façon, forçant un érudit comme Breyer à reconstituer chaque détail de leur dernier voyage rituel. Lorsqu'un roi venait à mourir, on amenait son corps sur la rive ouest du Nil, là où se trouvaient les embaumeurs. Les Égyptiens vivaient sur la rive est, et ceux qui pouvaient se le permettre faisaient enterrer leurs morts sur la rive ouest. Le soleil se couche à l'ouest, et ils associaient donc l'ouest avec la mort, et ceux qui mouraient étaient appelés ceux de l'ouest. D'après les anciens textes, le processus d'embaumement prenait 70 jours. La première chose qu'ils faisaient, c'était enlever les organes humides. C'était pour éviter la putréfaction. Si on n'enlève pas toute l'humidité, le corps se détériorera rapidement. Les embaumeurs étaient de vrais experts. Ils étaient les seuls à connaître l'anatomie. Ils savaient où se trouvait le foie, l'estomac, et ils pouvaient les retirer par une petite incision. Ok, Bill, tu as un plateau ? On retirait soigneusement chaque organe et on le plaçait de manière rituelle dans un récipient spécial appelé canop. Les anciens textes disent qu'ils rinçaient la cavité abdominale avec de la myrrhe et du vin de palme. On va donc s'y prendre de la même façon. Nous avons déjà recouvert l'intérieur de la cavité abdominale avec un linge sur lequel je vais déposer la myrrhe. Ça, c'est le vin de palme. Et voilà. L'ancien mot égyptien pour vin était « herp », comme le bruit d'un renvoi. Pour l'étape suivante de la momification, la déshydratation du corps, il faut utiliser une sorte de sel qu'on trouve en Égypte. Autrefois, cet endroit s'appelait le champ de sel, le Wadi Natron. Le natron conserve bien mieux que le sel ordinaire. Il a quelque chose de plus, il contient du bicarbonate de soude. Vous savez, vous en mettez dans votre frigo pour absorber les odeurs. Ça devait être utile pour la momification. C'est un agent conservateur et il élimine aussi les odeurs nauséabondes dégagées par la momification. Il lui en faut une grande quantité, plus de 150 kilos en tout, pour être tranquille. La momie doit être entièrement recouverte. Je vais donc plonger le corps dans le natron et ensuite je remplirai l'intérieur de la momie avec des petits sachets de natron. De cette manière, la momie se déshydratera de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. On a retrouvé ce même genre de sachet dans la tombe de Toutankhamon.
Je vais le déverser ici, d'accord? Et voilà, il faut juste l'étaler. Dans une petite pièce du sous-sol de la faculté de médecine de l'université de Maryland, nous avons reconstitué la tente des embaumeurs de l'époque, en maintenant un taux d'humidité faible, comme l'air du désert. Nous y sommes presque. Tu crois qu'on peut encore en faire 6 ou 7 jarres? Ron, voilà le foie. Tu veux bien le poser sur le coin? Plus tard, on y ajoutera encore du natron. Il faut maintenant attendre 35 jours pour voir si la momification a vraiment réussi. Nous ne sommes pas sûrs que le corps va se déshydrater complètement, ni que le natron sera vraiment efficace. Quel que soit le résultat, ce fut une expérience scientifique de grande importance. Mais il y a une autre dimension là-dedans. C'est presque défier la mort que d'essayer de préserver cet être humain comme il était de son vivant. Je me demande si les embaumeurs de l'époque ressentaient cela. Ressentaient-ils de la fierté, de l'espoir, de la peur? Je crois que ça va marcher, mais je n'en suis vraiment pas sûr. Les pieds sont en bon état, non? Il est vraiment desséché, c'est bien. C'est bien. Prends la brosse, on va voir où ça en est. Voici les doigts. Ça ressemble plus à une momie que je ne le pensais, parce que je pensais qu'il y aurait plus d'humidité. Je pense que nous nous y prenons de la même façon qu'eux. Nous ne serons jamais sûrs à 100%, mais je pense que c'est comme ça qu'ils faisaient. Je suis bien évidemment reconnaissant d'honneur. C'est toujours merveilleux pour quelqu'un de donner son corps à la science, et j'espère qu'il aurait apprécié de savoir que ça fonctionne. Cependant, je n'en suis pas sûr, mais j'aime bien me dire qu'il aurait apprécié. Finalement, nous voulons terminer la momification comme il l'aurait fait jadis, en enduisant le corps d'huile et en l'enveloppant dans du lin. Ceux qui étaient assez riches s'offraient un prêtre qui portait le masque d'Anubis, le dieu de l'embaumement à tête de chacal. Les prêtres prononçaient des formules rituelles pendant qu'on enveloppait le corps. On mettait des onguents sur le corps, l'encens et la myrrhe servaient à le parfumer. Une des amulettes funéraires destinées aux morts était destinée à protéger le cœur. Le seul organe qui lui reste, c'est le cœur. Ceci le protégera et l'empêchera de parler en défaveur de la momie dans l'autre monde. Maintenant, prenons une bandelette magique et vous allez voir qu'il y a une inscription dessus. Ça, c'est la balance qui pèse le cœur et la plume de vérité dans l'autre monde. C'est donc la bandelette appropriée pour cette zone. Les formules magiques n'entrent pas vraiment dans mon cadre d'études. Je m'intéresse aux techniques de momification. Les gens pensent qu'on devrait faire ça comme il le faut, avec les rituels. Nous avons donc décidé de les respecter scrupuleusement. D'après les papyrus, c'est ce qu'il devrait y avoir dessus. Nous espérons qu'elle ira dans un musée de la médecine. Nous allons régulièrement devoir prélever des échantillons de tissu afin de déterminer les effets du temps, dans quelle mesure la déshydratation continue. Elle sera donc étroitement surveillée et espérons qu'elle nous apprendra des choses. Ça m'a l'air bien. Il faut juste refermer les extrémités. Je pense que les soins que nous prodiguons à cette momie, ainsi que tout son processus de momification, sont certainement meilleurs que ceux de la plupart des momies de l'époque. Nous avons pris le temps de bien nous occuper de cet homme. C'est une bonne chose parce qu'il le mérite. C'est au tombeau qu'on procédait aux ultimes rituels de momification. Il y avait la cérémonie de l'ouverture de la bouche, où un prêtre se servait d'une sorte d'herminette, un outil ayant une forme étrange pour toucher la bouche de la momie et prononcer les dernières bénédictions pour donner une nouvelle vie à la momie.
L'apport de cette momie moderne à la science ne fait que commencer. Elle continuera de nous informer sur le processus de momification dans les années et les décennies à venir. Nous ne pouvons qu'imaginer la réaction qu'auraient eue ces homologues antiques face à l'interminable fascination que nous avions pour eux. Nous auraient-ils maudits pour nos ingérences, comme l'affirment certains? Peut-être. Mais si c'est l'immortalité que les Égyptiens recherchaient, alors, mieux qu'aucun autre peuple dans l'histoire de l'humanité, ils ont trouvé l'immortalité dans le royaume de notre insatiable curiosité.